Le sujet du jour, c'est le métier du consultant en IT stratégie. Euh, donc, on va aborder plusieurs sujets. Comment définir un SI agile? Pourquoi les DSI font appel aux consultants en IT stratégie? Quels sont les risques menés par la DSI? Et quelle gouvernance mettre en place? Et bien sûr, beaucoup d'autres tips que Quentin va nous partager sur le métier de consultant en IT stratégie. Mais avant ça, je vais vous parler, moi, du coup, de Sixième Homme rapidement. Donc, nous, on est Sixième Homme. On est une plateforme de freelance, une plateforme dédiée aux consultants freelance, donc tous les consultants en orga, management, IT, stratégie, etc. Et on accompagne, du coup, les consultants qui sont à la recherche de missions freelance. On est 3000 en ce moment, donc 3000 consultants indépendants. On couvre différents métiers, donc de la data au conseil opérationnel, les métiers du digital, du conseil en DSI, stratégie innovation et les métiers de la banque et de la finance. On est quasiment à parité, 58% d'hommes, 42% de femmes, et on a un TGM moyen de 770 euros et quasiment beaucoup de profils seniors, donc de 5 ans à plus d'années d'expérience. On travaille du coup beaucoup avec les directions des systèmes d'information, donc les DSI, qui est notre sujet du jour, mais également avec les Digital Factory et les directions marketing. Et on travaille avec deux types de clients, donc les cabinets de conseil, mais aussi les clients directs, en direct. Donc on travaille par exemple avec des grands groupes comme Total Energy, LVMH, Maison du Monde, Sodexo, et on travaille avec des cabinets de conseil comme Price, Stanwell, SIA Partner, etc., qui sont des cabinets de conseil qui ont besoin de temps en temps de ressources en freelance et qui font du coup appel à nous pour qu'on les mette en relation avec des consultants. Les principaux profils qu'on a dans la plateforme, donc c'est tout d'abord des consultants en management qu'on va dire généralistes, donc des consultants qui savent tout faire, principalement du PowerPoint. On a aussi des profils très opérationnels, donc des PMO, des chefs de projet, des product owners, des product managers, et des profils qui seront plus orientés DSI, donc des architectes, des consultants SEO advisory, des experts ITSM, etc. Quelques exemples de dernières missions qu'on a fait avec nos freelances. On a des architectes d'entreprise chez Leroy Merlin. On a des PMO et des product managers sur un projet de refonte e-commerce chez Total Energy. On a des product owners chez Sodexo sur de l'app mobile. Et on a des consultants de change management sur des déploiements de solutions ITSM chez LVMH. Et voilà pour Sixième Homme. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en direct ou après l'event. Et je donne la main à Quentin qui va nous parler de la DSI et du consultant en IT stratégie. Yes, merci beaucoup Omar. Alors écoutez, on a pas mal de slides, j'ai pas mal de slides que je vous ai préparés. L'idée de ce webinaire, c'est qu'il soit le plus interactif possible, hein, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat, hein, en direct. Je ferai en sorte que ce soit le plus interactif possible, que je puisse répondre en direct aux questions. Il va y avoir beaucoup de notions qui vont être adressées ce midi, et j'ai fait en sorte que le but de cette présentation, ce soit un mélange de mon expérience. Je vais vous parler d'un peu qui je suis, je fais une petite intro, de mon expérience, de ce qui se passe aujourd'hui chez les clients, de comment fonctionnent les DSI et que vous ayez aussi des tips qui soient actionnables en direct. Donc pour vous parler un petit peu de moi, donc je suis dirigeant de Keops Conseil. Donc Keops Conseil, qui sommes-nous? En fait, on est né d'un grand constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, les directions des systèmes d'information vivent la même chose que ce qu'ont vécu l'industrie dans les années 80 avec l'arrivée du lean management. Le lean management dans les années donc 80, le toyotisme, etc., a refondu énormément de principes, hein, de gouvernance et de gestion au sein de l'industrie. Et aujourd'hui, on vit un peu la même chose au sein de la DSI. Il y a beaucoup de notions, beaucoup de référentiels qui sont en train de voir le jour. Vous connaissez tous l'agilité avec notamment Scrum. En ce moment, on a également ITIL qui a le vent en poupe. Tu parlais tout à l'heure, Omar, d'ITSM. On est en plein dedans. On va avoir des sujets de gouvernance des systèmes d'information tels que COBIT. On va avoir l'architecture d'entreprise avec TOGAF. Voilà, il y a beaucoup de notions qui arrivent,
qui sont balayées par un grand nombre de consultants. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui voient le jour. Et l'idée, c'est de se démarquer dans cet écosystème-là. Et donc, pour répondre à cette, on va dire, professionnalisation de la DSI et montée en puissance de la DSI, on a créé donc Keops Conseil, hein, une galaxie de services. Aujourd'hui, on est cabinet de conseil en système d'information. On a différents sujets sur lesquels on intervient, ceux que vous voyez exposés ici. On est organisme de formation depuis un peu moins d'un an. Dans ce cadre-là, voilà, c'est vraiment nous, notre enjeu 2024 et une des raisons pour laquelle on est là aujourd'hui, parce qu'on crée de plus en plus de contenu et qu'on essaye d'engager une population autour de tout ce foisonnement d'idées qu'on peut avoir en interne. Et prochainement, on sera éditeur de logiciels justement pour répondre aux enjeux de gouvernance et management des systèmes d'information. Donc nous, aujourd'hui, on se structure autour de 4 piliers. Les 4 piliers que vous voyez ici, donc la performance IT, on est vraiment au niveau de la DSI, comment est-ce qu'elle se structure, comment est-ce qu'elle se gère au quotidien, comment elle s'organise. Le sujet de collaboration de la DSI avec ses partenaires métiers et même fournisseurs et prestataires. Donc là, on passe en externe de la DSI. On va avoir des sujets ici d'orientation client, d'agilité, conduite du changement. Ensuite, on monte au niveau organisationnel avec des sujets d'image du numérique, hein, au sein de l'organisation et même à l'extérieur. Si je peux vous citer un exemple d'une entreprise en ce moment qui me passionne, c'est Shine, la banque en ligne Shine. Ils ont un énorme travail en interne de structuration RH et de communication sur les réseaux, qui leur permet finalement de sourcer énormément de talents chez eux. Et globalement, là où tout le monde se fait la guerre aux talents, eux, ils arrivent à sourcer les meilleurs profils parce qu'ils ont cette capacité à être sexy en interne, à proposer des services et à proposer de la transparence pour leurs candidats, et ils arrivent à sourcer de cette manière-ci. Donc l'image du numérique, grand sujet en interne de l'organisation, parce que ça va amener finalement les efforts de tout un chacun à travailler auprès de la DSI. On va également travailler sur l'acculturation de la DSI, enfin sur l'acculturation, pardon, du numérique dans les organisations, et également on va aller chercher l'externe. Et enfin, on a un dernier pôle, le partage de connaissances, évidemment, parce que comme je disais en ce moment, c'est le foisonnement d'idées et d'informations. Donc l'idée, c'est de capitaliser sur ce système-là. Et donc, on va avoir des sujets de management des ressources et des talents. Système d'organisation apprenante, je suis particulièrement fan de la méthode Spotify, si certains d'entre vous connaissent. Le knowledge management, hein, évidemment, la formation continue, parce que et c'est ce sur quoi on a basé notre organisme de formation. L'idée, c'est pas de dire que on fait grossir une plante en lui balançant un seau d'eau à la tronche, mais plutôt en faisant du goutte à goutte. Donc la formation continue, gros sujet pour nous, et de comment est-ce qu'on structure les plans de formation pour les collaborateurs de la DSI pour qu'ils puissent monter en puissance progressivement et non pas les envoyer 5 heures dans une salle blanche avec un processeur qui leur martèle des informations pendant une semaine, hein, plutôt faire du goutte à goutte. Donc voici pour Keops très rapidement. En termes d'agenda, donc je vais vous parler de l'IT stratégie. Dans ce cadre-là, je vais avoir plusieurs définitions que je vais vous transmettre. On va parler de stratégie organisationnelle, on va parler de cascade des objectifs, on va parler de gouvernance, de management des systèmes d'information. Je vais vous parler ensuite de l'enjeu des DSI du 21e siècle, hein. Pas mal d'éléments un peu structurants, alors normalement que vous avez tous en tête, hein, mais c'est bon de faire un rapprochement avec ce que je vais vous dire par la suite. L'apport de l'IT stratégie au sein des DSI aujourd'hui, le consultant IT stratégie, sa posture, comment il s'organise, quels sont ses outils, quels sont les tips que moi je peux vous donner vis-à-vis de ce que je connais et ce que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et besoin de structure et de transversalité de la DSI, gros sujet, hein. Aujourd'hui, j'estime que les technologies sont devenues tellement poussées que tout le monde s'engouffre dans la technologie et se met un peu des carcans, un peu du mal à comprendre ce qui se passe chez son collègue d'à côté, et globalement, certains n'en ont rien à faire tout simplement. Donc comment est-ce qu'on fait pour créer de la transversalité avec des rôles type l'IT stratégie justement? Ok. J'ai tout Heu, Quentin, avant que tu démarres, on a une question ouais, de bien sûr. Christophe sur votre offre qui demande si vous avez une approche norme ISO. Mmh. Alors en effet, donc nous aujourd'hui, on se positionne comme étant professionnel, on va dire, des référentiels, normes internationales. Donc ISO, on l'embarque à travers
à travers nos fonctionnements. On va plus dire que c'est du cas par cas en fonction de ce qu'on traite, hein. On n'a pas, par exemple, vocation à faire de la cyber, donc on va pas chercher les normes ISO associées. Mais on a toujours, comment dire? Donc aujourd'hui, les référentiels tels qu'ils ont été créés, ils sont, apparentés, aux normes ISO. Donc évidemment, on les embarque et derrière, en fonction aussi de comment est-ce qu'on structure nos offres et comment est-ce qu'on y répond, on va chercher évidemment ces normes-là pour faire de la qualité associée. OK, donc l'IT stratégie, c'est le moment des définitions. Donc très rapidement, je voudrais vous parler de la stratégie organisationnelle, hein, d'une orga, d'une boîte, d'une structure, qu'elle soit publique, caritative, peu importe. Hem, Tout part de la stratégie. On est toujours dans une approche de top down, c'est-à-dire qu'on a les motivations de l'entreprise qui sont définies en fonction des personnes qui détiennent la structure. Quand on parle de public, on peut parler de politique publique et ces motivations-là se déclinent en une stratégie. Stratégie de comment est-ce qu'on va finalement aller à la cible, aller à ce qu'on cherche à atteindre et là et comment on y tend. Donc on a le comité exécutif qui définit la stratégie. Derrière, on décline au niveau tactique, hein. Donc le tactique, c'est finalement comment est-ce qu'on s'organise pour répondre aux enjeux stratégiques. Donc c'est les directions au sein de l'organisation qui viennent décliner au niveau tactique la stratégie organisationnelle, hein, gérée par la DG directement. Et enfin, on a le niveau opérationnel. Ensuite, ce sont les équipes qui s'approprient la tactique, hein, donc organisationnelle, qui percole évidemment de la stratégie pour organiser son quotidien et comment est-ce qu'elle travaille pour aller chercher ce sur quoi on l'attend finalement. Et donc, tout fonctionne finalement par cascade d'objectifs, hein. On va avoir l'organisation, donc qui va définir sa stratégie, donc son but. D'un but, hein, pour une organisation, on peut parler de purpose, hein. Pourquoi la boîte existe? Pourquoi est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle cherche à atteindre? Tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait exprès de faire un peu de storytelling autour de Keops. On est né d'un constat fort qui est que les DSI se professionnalisent de la même manière que, l'industrie dans les années 80 avec les référentiels et cetera. Voilà, c'est notre purpose. Comment est-ce qu'on accompagne aujourd'hui les DSI dans, ce système-là? Donc notre but, c'est la professionnalisation de la DSI. En termes d'objectifs, derrière, comment est-ce qu'on se structure? Donc, on crée une galaxie de services, hein. La galaxie service, ça va être le conseil, la formation, l'édition de logiciels. Ensuite, on va avoir les indicateurs clés, donc qui répondent finalement qui permettent de mesurer, enfin, qui permettent de checker si on atteint ou non nos objectifs et on a les métriques, hein, qui elles mesurent globalement ce qui se passe de manière à le plus bas possible au niveau de l'échelle, hein, pour être capable de faire remonter l'information. Derrière, on décline donc l'objectif devient le but de la direction et on a donc cette fameuse cascade des objectifs qui se crée au niveau tactique, au niveau organisationnel pour les équipes. Et on a toujours ce système-là. Donc ça, ce schéma que vous voyez ici, c'est du ITIL, hein, ITIL 4, hein, si je dis pas de bêtises, ITIL 4, hein, Direct Plan and Improve. Je vais beaucoup vous parler de référentiels aujourd'hui. Je vais essayer de vous dire je l'ai pas noté pour pas, comment dire? Faire des slides à rallonge. Mais voilà, je vais essayer de vous dire d'où je puise, moi ma structure et ma pensée et notamment, ça va beaucoup être du utile, vous allez voir. Hem, donc ensuite, hein, je vous avais dit que j'allais vous parler de gouvernance et de management, hein, avant de parler, avant d'aller trop loin, on va dire, dans ce que je vais vous communiquer, je préfère revenir sur ce qu'est la gouvernance et ce qu'est le management véritablement. Donc c'est 2 disciplines, qui sont, voilà, franchement différentes. La gouvernance, c'est l'art de diriger. Et donc, à travers l'art de diriger, on va avoir un sujet de définition des objectifs. Donc, j'évalue mon besoin, les conditions et options des parties prenantes. Je détermine les objectifs d'entreprise équilibrés en fonction évidemment de ma stratégie, des motivations de mon organisation dans laquelle je travaille et je suis placé. On va avoir des sujets d'orientation, établir l'orientation à travers la priorisation et la prise de décision. On va avoir un sujet de surveillance, évidemment. La surveillance et la responsabilité, c'est à tous les niveaux, à toutes les échelles. Tout à l'heure, je parlais bien de métriques et d'indicateurs. C'est vraiment ces systèmes de surveillance et de responsabilité qui sont mis en jeu ici. Et donc, on va avoir sur la partie surveillance, j'assure la performance et la conformité par rapport aux objectifs qui m'ont été transmis. Au niveau de la responsabilité, incombe souvent au conseil d'administration, sous la direction du président.
On va avoir la délégation à des structures spéciales, hein, spécialisées dans les grandes entreprises, hein. Donc, en gros, du sourcing, ou bien, une organisation qui a été créée pour répondre à tel ou tel enjeu. Côté management, on est plutôt sur la planification. Donc d'un côté, on gouverne, de l'autre côté, on organise et on met en œuvre. Je planifie et je construis. Donc on élabore des plans et les structures en accord avec la direction de la gouvernance. On exécute. Donc là, on est vraiment sur la partie opérationnelle, hein, organiser la partie tactique et opérationnelle. Donc là, on est vraiment sur l'opérationnel pur, l'exécution. Je gère les activités pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Je fais de la surveillance, évidemment. Je supervise donc les activités pour assurer l'alignement avec l'orientation établie. Là, on est vraiment sur le sujet de cascade des objectifs dont je parlais tout à l'heure. Comment est-ce que je fais pour répondre aux enjeux qui ont été précédemment émis? Et donc un système de responsabilité, généralement le rôle de la direction exécutive dirigée par le DG qui, lui, a responsabilité sur ce qui est réalisé auprès de ses équipes, tout simplement. Et donc la gouvernance, c'est souvent un terme un peu compliqué à adresser et à structurer. Donc là, je vous présente alors précédemment, c'était du COBIT. Là, on revient sur du ITIL. Je vais essayer à chaque fois de revenir sur ce sur quoi on discute. La gouvernance, donc l'art de diriger, on est véritablement sur un triptyque autour de «j'évalue», «je dirige» et «je monitore». Donc, on vient diriger avec des procédures, hein, et des polices, hein. Les procédures, c'est je définis comment est-ce que je structure, hein, mon organisation, quel va être le workflow, quels va être les rôles et responsabilités de tout un chacun dans le processus que j'ai établi, quels vont être, hein, les modèles qu'on peut associer. J'y reviendrai tout à l'heure, des processus, hein, et des procédures. Il y en a de tout type, hein, et il y en a de plein de manières, enfin, il y en a on peut le décliner de plein de manières différentes. ITIL donne énormément d'informations sur le sujet. Les polices, c'est comme les polices d'assurance, hein, ça va être le contrat finalement, le contrat moral qu'on peut avoir, avec l'organisation, avec tout un chacun dans sa boîte, dans sa structure et donc comment est-ce que je dirige à travers cette politique avec ces procédures, ces processus et cette police donc. Derrière, on a évidemment donc le développement, les opérations de l'activité. On a évidemment l'approche bottom-up qui est affichée ici avec les propositions qui remontent. Les personnes qui sentent le plus ce qui se passe, hein, dans une, comment dire? Dans un secteur, c'est les personnes qui sont sur le terrain, on va pas se mentir. Donc, on a des très bons exemples avec, si je dis pas de bêtises, avec Intel, hein, à une époque, hein, qui a justement, su transformer l'organisation, de comment elle se position sa position sur le marché, justement avec des approches bottom-up très puissantes, hein, notamment à travers une méthode qui s'appelle le système OKR, que certains d'entre vous peuvent possiblement connaître, hein. C'est très répandu aujourd'hui dans les startups, hein. La méthode OKR, c'est un système de cascade des objectifs avec finalement une structuration autour de métriques, hein, très fortes, hein. Et derrière, ça amène une approche top-down évidemment, mais on a l'approche bottom-up qui remonte assez simplement. Donc les propositions remontent évidemment parce que le terrain sent ce qui se passe dans l'écosystème. Derrière, on a donc les performances qui remontent, qui sont monitorées. Tout à l'heure, on parlait de métriques et d'indicateurs, donc on est évidemment ici. Et derrière, on a l'évaluation qui permet finalement de diriger, de prendre les bonnes décisions. Et on a la boucle, hein, la boucle qui suit. Évidemment, les besoins de l'entreprise, les contraintes de l'entreprise qui sont affichées. Donc voici sur la partie définition, très rapidement. J'espère que c'est OK sur la partie gouvernance et management. Je vais y revenir, régulièrement, donc n'hésitez pas à me couper sur cette partie-ci, c'est assez important. Pour information, gouvernance, hein, c'est COBIT. Management, c'est ITIL. Je tire le trait un peu grossièrement parce que véritablement, il y a un peu de management côté COBIT, un peu de gouvernance côté ITIL. Mais si vous voulez une déclinaison assez simple, on est vraiment sur ces 2 systèmes-là si on parle de référentiel. Alors, je vois Jérémy, donc c'est très clair, c'est un peu plus dans ce métier. Franchement, être certifié ITIL, ouais, pour les consultants IT stratégie, si vous voulez mon avis, c'est, ITIL Fondation, obligatoirement. ITIL Fondation est très simple à aller chercher, le problème, c'est que ça apporte pas beaucoup de valeur à mon sens. C'est très décorrélé du terrain, donc vous allez apprendre des choses, ça va vous donner, un certain nombre de, bah, comme je le montre à l'instant, hein, ça donne des schémas, on va dire. Moi, ces schémas-là, ils sont gravés dans ma tête, ça me permet de les ressortir assez vite et d'être au tac au tac face à mes clients. Hem,
Après, donc comme je disais, ITIL Fondation apporte juste une première brique, hein, qui est pas non plus très folle, hein. Moi, je vous conseille vraiment d'aller chercher, Direct Plan and Improve derrière. C'est donc, il y a ITIL fonctionne par briques, il y a 5 briques au-dessus, si je dis pas de bêtises, et Direct Plan and Improve est vraiment très chouette, hein, en termes d'organisation. Vous avez également, Digital and IT Strategy qui est sympa, mais là, un niveau assez élevé, on va dire, organisationnel. Hem, voilà, c'est pas toujours simple à appréhender, pareil, un peu décorrélé du marché, mais ça donne des pistes, hein. Si je vous conseille vraiment, ouais, d'aller creuser utile, c'est très, très bon. Globalement, si je dois vous dire, une seule certification, pour le poste, enfin, pour aller chercher des sujets IT strat, c'est Direct Plan and Improve, donc vous êtes pas obligé de passer par la case, fondation pour aller chercher la suivante. OK. Alors, j'enchaîne sur la partie enjeux de la DSI du 21e siècle. Il y a beaucoup de choses à dire, vous en connaissez un certain nombre. Aujourd'hui, on parle de DSI qui sont business partners des métiers. Business partner des métiers, c'est on fait sortir de la on sort du cadre de la DSI technique, technologique qu'on peut connaître et on se positionne vis-à-vis, du métier, vis-à-vis de ce que l'organisation produit et comment est-ce qu'elle se positionne sur le marché pour aller finalement apporter de la valeur, donc stratégique, fournisseur de valeur pour les directions métiers. Donc, on a un sujet autour de la valeur ajoutée au global, vous devez en entendre toujours parler. La valeur, c'est quelque chose qui revient très souvent. Aujourd'hui, on a un positionnement global des DSI qui est assez faible, à mon sens, donc en bas à gauche, qui est fournisseuse de services. On dit que la DSI est une boîte noire, elle coûte un bras, on ne comprend pas pourquoi on y passe on doit passer autant de temps sur les projets informatiques qui galèrent, hein, globalement. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour passer la DSI à un système de création de valeur qui est fort, avec une vision, avec une croissance du digital, qui va ouvrir de nouveaux, des nouveaux business, hein, pour l'organisation, de nouvelles verticales pour la structure. Donc on parle déjà dans un premier temps d'efficience du SI. Globalement, ce qu'on cherche à faire, c'est que pour que la DSI soit légitime et qu'elle puisse parler, on va dire business, hein, déjà faisons en sorte qu'elle soit efficiente, hein, ça c'est le premier boulot. Et derrière, on ira chercher les métiers, on ira chercher la connaissance, hein, business pour être capable d'apporter un maximum de valeur. Donc voici globalement, l'écosystème, comment ce vers quoi on doit tendre. J'imagine que vous en avez tous là relativement conscience, mais c'est bien de rappeler les basiques. Hem, Ensuite, on va avoir un sujet de comment est-ce qu'on fait converger le métier autour des outils, digitaux. Donc là, c'est une matrice que j'affectionne particulièrement. On est ici, alors j'appelle la matrice, 3N parce que globalement, on va avoir sur la partie abscisse le modèle d'affaires, le modèle opérationnel et le capital humain et sur les ordonnées, on va avoir donc N, canaux qui vont être les canaux digitaux. Ça peut être le web, le mobile, le social, la big data et l'analytics, hein, les outils connectés, la culture du digital et j'en passe. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de foisonnement, sur le sujet et je rentre pas dans toutes les nouvelles technos qui arrivent type IA, blockchain, cybersécu et cetera. Alors cybersécu, ça fait un moment que c'est là, mais voilà, tous les sujets un peu trendy du moment, on peut tous les associer à des biais, digitaux pour l'organisation. Et derrière, comment est-ce qu'on se structure? On retrouve toujours le même sujet. Vous rappelez tout à l'heure, je parlais de stratégie. Donc la stratégie, on est au niveau du modèle d'affaires, tout simplement. On a la stratégie et le tactique, c'est notre modèle opérationnel. Comment est-ce qu'on agit au quotidien pour construire notre organisation et qu'elle puisse répondre du mieux qu'on peut à la stratégie, évidemment. Derrière, on a évidemment le capital humain avec les compétences, la gestion de la perf. Le modèle opérationnel, je vais revenir énormément dessus. C'est quelque chose qui est très important, qui est peu connu aujourd'hui. Certains le connaissent parce que, Deloitte a créé, et a déposé d'ailleurs la marque Target Operating Model, le TOM. Le modèle opérationnel, c'est comment est-ce que je structure mon organisation pour répondre aux enjeux structurels, de ma techno et de mon build, hein, de mon run quotidien, mais également par rapport à toute la partie stratégique et de gouvernance de mon organisation. Voilà, j'y reviens parce que derrière j'ai une slide sur cette partie-ci. Mais le modèle opérationnel, très important. Sujet d'organisation, de processus, de comment est-ce que je gère mon information, comment est-ce que je gère mes technos et donc mes actifs physiques. D'ailleurs, les actifs physiques, hein, je peux y mettre également les actifs
immatériels, on va avoir les actifs physiques type mon ordinateur, hein, mon téléphone, mon ordinateur, mon imprimante, mes bornes Wi-Fi, mes serveurs, hein. Et sur la partie immatérielle, on va avoir les licences de mes applications et mes applicatifs tout simplement. Donc voilà, on a vraiment cette structuration-là qui est très importante, hein, et hop, je vais y revenir juste après. Derrière, on a un sujet aussi de définir des SI qui sont agiles, modernes et intégrés avec tous les acteurs. Donc tout à l'heure, là, vous voyez les couches applicatives, les couches pardon, architecturales qu'on peut connaître, hein. Donc ici, on est sur du TOGAF, hein, le référentiel d'architecture d'entreprise. Alors je ne vais pas rentrer dans TOGAF, c'est pas du tout ma spécialité, mais c'est important de rappeler un petit peu les couches architecturales telles qu'elles fonctionnent. Tout à l'heure, je vous parlais de motivation de l'entreprise, de purpose, hein. On peut y parler de raison d'être, de ce qui nous drive au quotidien, de ce pourquoi on a créé la boîte et ce pourquoi on existe. Et donc, de ce système de motivation percole, hein, finalement la stratégie, vers quoi on veut aller, vers qu'est-ce qu'on veut créer véritablement. Donc on va avoir un sujet de déclinaison de la création de valeur, mise en exergue, hein, du comportement des coûts. Comment est-ce que je gère mes coûts au quotidien et comment est-ce qu'ils réagissent vis-à-vis de ce que je veux accomplir. L'allocation des moyens. Derrière, on va avoir le volet métier. Le volet métier, c'est par rapport à ma stratégie, par rapport à la stratégie que je me suis définie, comment est-ce que j'organise finalement mes directions aujourd'hui, quelles vont être, hein, les directions que je crée, quels vont être les pôles de compétences associés à cela, pour répondre justement aux enjeux stratégiques. Donc, l'architecture métier, ça va être une optimisation de la chaîne de valeur, la hiérarchisation, pardon, excusez-moi, des exigences, hein, et le re-engineering, de processus, hein. Donc comment est-ce que j'organise au quotidien mes directions et mes pôles de compétences. Derrière, on a la partie évidemment fonctionnelle. La partie fonctionnelle, ça va être quelles vont être les fonctions adossées à tel ou tel métier. Tout à l'heure, je parlais donc de direction et de pôle de compétences. Je vais vous prendre un pôle de compétences, par exemple la trésorerie d'entreprise. Adossée à la trésorerie d'entreprise, on va avoir plusieurs fonctions. On va avoir la gestion des banques, on va avoir la gestion des devises, le placement des currencies internationales et comment est-ce que je les positionne sur l'écosystème bancaire international. Donc il y a différentes fonctions adossées à cela. Et pour répondre à ces différentes fonctions, on a donc l'applicatif. Pour gérer, par exemple, la gestion des banques, on va avoir des systèmes de vendor management, par exemple, qui vont répondre à mes engagements vis-à-vis de mes banques et comment est-ce que je gère mon quotidien vis-à-vis de cela. Donc chacune des fonctions a besoin de son applicatif. Côté, je vous prends un exemple, côté business développement, chez Keops, on va avoir du LinkedIn, qui est quand même une porte d'entrée assez importante avec Sales Navigator. On va utiliser des outils type Lusha, type Wallaxy, Lemlist, hein, qui sont des outils justement qui répondent à une fonction qui est le business développement. Et donc derrière l'applicatif, évidemment, on a la technologie. Sur quoi est-ce qu'on supporte notre applicatif? Donc on va avoir finalement nos machines, nos serveurs et donc on va parler ici de virtualisation. On peut parler d'offshoreisation et de nearshoreisation en fonction des stratégies qui ont été définies, de cloud computing, d'infrastructure as a service, de mutualisation des briques techniques. Voilà, donc ça, c'est vraiment les différentes couches applicatives, comment est-ce qu'elles interagissent entre elles, comment est-ce qu'elles fonctionnent. C'est toujours important de rappeler finalement d'où vient et de structurer notre gestion globale, pour finalement savoir, comment s'organiser et comment répondre à quelque chose qui est plus grand que nous. Hem La stratégie des petits pas toujours, hein, mais c'est moi dans mon coin en tant que développeur, comment est-ce que je réponds à un engagement qui est plus grand et qui me dépasse, qui est celui de l'entreprise globalement. Et donc les systèmes architecturaux permettent, hein, d'associer, ces éléments-là. Tout à l'heure, je parlais de stratégie, tactique, opérationnelle. Lorsqu'on fait des transformations en tant que consultant IT stratégie, c'est super important de rappeler d'où on vient et pourquoi on le fait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je restructure ma DSI, je suis bien dans mon petit coin et tout, je vis ma vie et demain, le consultant là qui débarque et qui me dit comment est-ce qu'il faut que je travaille demain, en fait, il m'emmerde. Mais il m'emmerde, donc du coup, comment est-ce que le consultant IT stratégie, il fait pour tourner la transformation à son avantage? Il parle finalement de stratégie, de comment est-ce qu'on va répondre aux motivations de l'organisation et comment est-ce qu'on doit se structurer pour répondre à ces engagements-là. Donc voilà. On a une question, Quentin, je te coupe, 2 Ouais. minutes. Une question de Reda qui demande:
s'il y a une différence entre le TOM et le schéma directeur IT. Ouais. Ouais, en effet, il y a une différence. Alors le schéma directeur des systèmes d'information, on prend la stratégie. Alors on comprend les motivations de la boîte. Pourquoi est-ce qu'elle existe? Où est-ce qu'elle veut aller? Je prends un exemple, en ce moment, on travaille énormément avec du secteur public. Les motivations du secteur public, ça va être, la stratégie de la collectivité. Donc, pardon, la politique de la collectivité. On a, quelqu'un qui est élu, il a un mandat de 6 ans. Comment est-ce qu'il s'organise, lui, pour atteindre ses objectifs? Donc du coup, il a sa motivation et finalement sa politique qui est déterminée, vis-à-vis de ça. On en décline une stratégie et donc de cette stratégie, si on la descend au niveau DSI, on a donc de la stratégie, un schéma directeur qui se crée. Le schéma directeur, il va adresser, tout finalement, pourquoi est-ce qu'on travaille de telle manière, pourquoi est-ce qu'on met en place un tel, portefeuille de projet. Donc là, notre portefeuille de projet, ça va être le schéma directeur des systèmes d'information. Enfin, ou du moins, ça va être le portefeuille de projet et sur la seconde partie, du schéma directeur, on va avoir le modèle opérationnel. Comment est-ce qu'on va décliner l'activité pour répondre aux engagements, du portefeuille de projet? Je prends un exemple d'une organisation, par exemple, qui a besoin de restructurer comment dire? De restructurer tout son digital assez rapidement sur très peu d'années. On va lui mettre, de l'agilité, mais on lui met de l'agilité pas parce que c'est trendy, pas parce que c'est sexy et que c'est la tendance du moment. On lui met de l'agilité parce qu'ils en ont véritablement besoin. Parce qu'ils ont besoin de faire de la livraison rapide, produit et pour répondre à des enjeux finalement de résilience du marché, vis-à-vis du marché. Donc, voilà, l'idée c'est comment est-ce que je décline mon modèle opérationnel pour répondre à une stratégie, à mon schéma directeur et donc mon portefeuille de projet véritablement. OK, l'apport de l'IT stratégie. Alors l'IT stratégie, en gros, si je vous la fais très simple, c'est un terme très galvaudé pour dire qu'on fait de l'organisation des DSI et l'organisation des DSI, ça marche par de l'outillage. Tout à l'heure, je parlais de procédure, je parlais de police, je parlais de monitoring. C'est pas pour rien. Vous vous rappelez aussi sur le modèle opérationnel, on voyait organisation, processus, information, technologie, actif physique. On est sur de l'outillage pur. Alors c'est pas obligatoirement de l'outillage applicatif, même s'il y en a. Si j'en cite 2 d'outillage applicatifs qui sont très importants, il va y avoir l'ITSM, il y a des petits ballons quand je parle. L'ITSM, c'est un gros sujet pour traiter finalement de toute la gestion du run, et du support de ma DSI et on va avoir les outils PPM, Portfolio Project Management, qui elles répondent à des enjeux de build. Donc ça, c'est de l'outillage, on va dire, build, run. Mais derrière, on va avoir de l'outillage en termes de procédure, en termes de système de gestion. Et si je prends un exemple, on va avoir, par exemple, toute notre brique de gestion documentaire qui doit vivre. La DSI, si elle ne fait pas de documentation, elle va mourir à petit feu, tout simplement, parce que, tout le monde va oublier ce pourquoi on a travaillé, durant les dernières années, durant les derniers mois. Donc la documentation, c'est un organe qui doit vivre, c'est une procédure en tant que telle, qui a, un cycle de vie avec des rôles et des responsabilités et qui vit au quotidien parce qu'on a des documents, qui, vont voir le jour qui vont être créés. Alors qui vont être créés soit par des éditeurs de logiciels, soit directement en interne de la DSI. On les a architecturés pour répondre, aux enjeux de notre direction et donc ça a un cycle de vie parce qu'on va jeter, de la documentation à un moment si c'est trop, si c'est devenu obsolète et on va en recréer des nouvelles. Donc ça, c'est de l'outillage pur finalement. Comment est-ce que je procédure mon activité pour répondre à des enjeux? Donc l'outillage, au-delà de l'applicatif, c'est également de l'outillage procédurier et c'est ce pourquoi les consultants sont souvent mal vus et on dit qu'on fait du bullshit à longueur de journée parce que oui, comme Omar a dit tout à l'heure, on fait des slides et parce que les slides, en fait, c'est de la modélisation graphique. Ça permet à tout un chacun de comprendre, les enjeux et finalement de former aussi, autour de ce qu'on voudrait, comment dire? De ce qu'on veut transmettre. Donc du coup, voilà, la slide, c'est quand même important. Vous voyez, je vous balance des graphiques depuis le début, c'est pas pour rien. J'estime que coucher sur le papier, déjà ces idées, ça évite, le brouhaha, qu'on peut avoir, de la voix et de je me perds dans ce que j'essaie de te communiquer. Poser sur le papier, c'est une première chose. Le rendre graphique, et facile, et appréhendable. Là, on est vraiment sur des systèmes de finalement de communication qui sont assez puissants.
Donc, l'outillage, ça vient répondre à des enjeux d'organisation. Donc, on vient améliorer l'agilité globalement parce qu'on a tout qui est référencé, on sait absolument comment tout fonctionne. L'architecture est un pan. On va avoir également, à travers l'ITSM, on va avoir la Configuration Management Database, qui est finalement l'ensemble du parc informatique. Comment est-ce que l'ensemble de mon parc informatique fonctionne? Quelles sont ses configurations et comment est-ce que l'ensemble de ma chaîne réagit, répond? On va avoir la gestion de la connaissance que je vous citais à l'instant et on va avoir également la gestion des changements applicatifs. Je fais un changement en prod, je le documente, je sais comment faire mon rollback, je sais le niveau de criticité qu'on a atteint, je sais comment mieux faire le coup d'après. Donc ça, tout ça, c'est de l'outillage. Donc ça permet de l'agilité. Ça permet donc une réduction des coûts qui est importante, la diminution du nombre de problèmes IT et l'amélioration des réponses aux incidents. Gros problème aujourd'hui au sein des DSI globalement. La facilitation de la mise en conformité aux besoins. Si on a tout qui est documenté, on a gagné. L'amélioration du service. Du côté de la DSI, c'est des gains de productivité, évidemment. Tout ce qui est capitalisation d'aujourd'hui n'est que du gain pour demain. C'est-à-dire que je vais réallouer mes ressources qui, hier, faisaient par exemple du support informatique en mode pompier toute la journée parce que c'était catastrophe tous les matins, il y avait quelque chose qui était tombé sur la production. Bah, on arrête le mode pompier, on a tout documenté, on sait exactement tous les rouages de notre système d'information, on sait tout de suite d'où vient le pépin et on sait déjà comment résoudre telle ou telle problématique parce que c'est documenté depuis des mois. Donc du gain de productivité, de l'amélioration de la satisfaction client. De Christophe Contin qui demande si l'ITSM c'est forcément dans une démarche utile ou ça peut être fait à part sans démarche utile. Alors, l'ITSM est né d'ITIL. Globalement, ITIL a posé les fondements et la structure d'un certain nombre de systèmes et de procédures de gestion. L'ITSM est venu se calquer dessus. Donc l'un et l'autre fonctionnent de pair, et les bonnes pratiques percolent de l'un à l'autre. Donc l'un et l'autre vont ensemble. À mon sens, enfin, je n'ai jamais entendu parler de distinction entre les deux. Donc voilà, je pars du principe que c'est 100% d'équerre et 100% en synchronicité. OK, donc pour reprendre les avantages de la DSI de s'outiller en termes d'IT stratégie, de structure, de modèle opérationnel, donc c'est donc l'augmentation de la satisfaction client, évidemment, parce que des temps de réponse qui sont plus courts, beaucoup moins de problématiques, au quotidien dans notre, numérique, d'entreprise. L'amélioration du déploiement à l'échelle des processus, l'accélération de la détection des incidents et de la réponse associée et donc côté agent, on va avoir l'amélioration de l'assistance informatique, une expérience identique, quel que soit le mode de communication, parce que tout est procéduré et on sait exactement comment répondre à telle ou telle crise, crise cyber, crise de panne en production. On va avoir la clarification des rôles et des responsabilités, l'amélioration de l'adéquation avec l'activité. Et donc, on a toujours ce système, vous le voyez, la valeur, donc la DSI fournit des valeurs, c'est pas péjoratif de le dire, c'est le cas, elle fournit des services. Elle peut avoir également une brique stratégique avec voilà, des pôles de compétences qui sont très orientés business, mais à la base, c'est quand même un fournisseur de services. On dit que la DSI est une entreprise dans l'entreprise, c'est pas pour rien. On a donc tout le système organisationnel des personnes, chaîne de valeur, processus, les produits, etc. Et on a cette valeur dont les consommateurs sont finalement les membres et les collaborateurs de l'entreprise. Est-ce qu'on a, Quentin, des DSI qui sont vraiment contre ITIL et qui sont contre la mise en place d'ITIL de manière générale? Alors, euh, alors, comment dire? Comment dire de manière politique? On va dire que, il y en a certains qui n'ont pas conscience qu'il faille mettre ITIL. ITIL pose véritablement toutes les bases et toute la structure d'une direction. Pour moi, c'est clairement moi je vous le dis, c'est mon meilleur ami. J'organise absolument toute l'activité de la boîte, de Keops, à travers ITIL, parce que pour moi, c'est, ce qui est le plus puissant. Les DSI qui font pas appel à ITIL s'ouvrent à finalement une gestion, on va dire, à l'arrache de leur activité et globalement, on va dire à 90 tous les DSI sont OK, sur le fait qu'il faille aller vers ITIL. Même je dirais même 95, même peut-être 98. Il y a encore des irréductibles gaulois, qui pensent qu'ils peuvent se passer finalement de l'intelligence des meilleurs du marché qui se sont posés tous autour de la table pendant des semaines pour, sortir un des meilleurs référentiels qui existent.
Voilà, donc oui, on va avoir des trous dans la raquette. Certaines personnes comprennent pas qu'on fasse autant appel au référentiel. Ils pensent que c'est du bullshit et que, on joue au cadoc parce qu'on est toujours avec, nos milliers de schémas et nos milliers de procédures organisationnelles. Mais globalement, il faut y aller. Il y a pas de sujet là-dessus. Donc il y en a certains qui sont pas convaincus. Ils sont très rares et heureusement. Hem Un élément donc par rapport à l'apport, de l'IT stratégie, c'est que donc là je vous sors quelques chiffres, hein, de la Standish, du Standish Group, donc dans leur Chaos Report, hein, sur finalement les projets informatiques. On a 71 des projets informatiques aujourd'hui qui échouent. Alors 71, ça peut paraître est très élevé, c'est le cas. On parle du triptyque, hein, coût, qualité, délai. Si on ne répond pas à un de ces 3 éléments, notre projet échoue selon eux. Donc du coup, ça fait des chiffres qui sont assez mirobolants. On a globalement 31,1 des projets qui sont stoppés en cours de route et ne sont jamais déployés. On a 52,7 des projets qui dépassent 189 des prévisions budgétaires et on a seulement 16,2 des projets informatiques qui finissent dans les clous du point de vue budget et des délais. On n'en a que 9 pour les grandes entreprises. Aujourd'hui, vous travaillez tous pour des DSI, vous savez très bien comment ça se passe, vous savez très bien que les plannings, ils font que se déplacer et que c'est souvent l'enfer parce qu'on a des dettes techniques dans tous les sens à gérer. Donc notre cadrage de démarrage de projet, il vole en éclats dès les premières semaines. Voilà, on est dedans. On est dedans et finalement, globalement, le constat est assez déplorable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est à un constat qui est déplorable? Il y a aujourd'hui une dépendance, hein, chez les DSI, auprès des fournisseurs et des partenaires qui est très forte, hein. Les partenaires, je vais parler des partenaires métiers, donc les directions métiers qui ne tiennent pas leurs engagements. Ça, je pense que vous le savez très bien. Les éditeurs, hein, qui vendent des fonctionnalités inexistantes et les pénalités financières qui ne sont pas appliquées aux prestataires. Donc ça, voilà, c'est ça aujourd'hui, c'est un constat qui est très fort, hein. Je vais vous parler d'un de mes clients. On a donc l'éditeur de logiciels ITSM qui a vendu une fonctionnalité, qu'il a racheté il y a 1 an, une solution, américaine. C'est un éditeur de logiciels français qui a racheté une solution américaine. Ils ont vendu, à notre client le fait qu'ils savaient, très bien, gérer, tel sujet. Et on se retrouve avec 8 mois de retard en ce moment sur le projet parce qu'en fait, il y a aucune motrice du sujet. Nous, on a explosé nos budgets. Keops, du coup, a été vendu à peu près pendant 4 mois à perte. On a offert 1 mois, mais bon, globalement, c'est déplorable, hein. Et le DSI, le fraîchement arrivé DSI se demande s'il va pas dégager la solution après plus d'1 an de mise en place de la solution. Voilà, globalement, je la fais très courte. Et là, évidemment, je parle que des sujets, ouais. En parlant de solutions, on a une question de Reda qui demande si tu as des retours d'expérience sur les meilleurs outils en termes d'ITIL et si ServiceNow c'est toujours le leader et la Ouais. solution la plus adaptée. Ouais, ouais, ServiceNow, on va pas se mentir, franchement, ils sont vraiment complets. Ils vont très vite, hein, en termes de gestion, du quotidien, ça va vite. Le système, comment dire? Le, la qualité de service est vraiment au rendez-vous. Donc ça fait chier, c'est américain. J'aimerais bien vous proposer un éditeur le logiciel français. Aujourd'hui, les éditeurs logiciels français, je suis pas entièrement convaincu, malheureusement. On travaille beaucoup dans le public, nous, donc on voit beaucoup de GLPI. GLPI, ça a l'avantage d'être open source, hein, c'est complet aussi. Le problème, ça va être, son paramétrage et son implémentation. Il y a pas de solution miracle, hein, à part si, on prend le leader du marché, j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui, ServiceNow. Donc ouais, aujourd'hui, si je dois vous dire une solution, c'est ServiceNow. Easy Vista, tu conseilles pas forcément pour des petites Ouais, DSI. ouais, ouais, bah, le leader du marché français, il y a 1 an, je vous aurais dit oui et aujourd'hui, je vous dis que non. Parce que, voilà, c'est, aujourd'hui, on galère avec EasyVista chez certains de nos clients. C'est bon, c'est malheureux. J'adorerais pouvoir vous dire qu'il y a un éditeur, français qui mène la barque, mais aujourd'hui, c'est pas le cas malheureusement. Hem, hop et donc du coup, là, on arrive sur le modèle opérationnel de la DSI. Donc là, c'est une illustration, hein, évidemment. Hem
Tout à l'heure, je parle depuis tout à l'heure de modèle opérationnel, je parle d'outillage, je parle de structure, de procédure, de police, hein. C'est pas pour rien. Voici un exemple, hein, d'un modèle opérationnel de la DSI. Vous avez donc plein de briques. Vous avez des briques de gouvernance et management là-haut, avec la définition et la vision des stratégies, le pilotage de la performance reporting, pilotage des projets et initiatives, j'en passe. Ensuite, on a les briques finalement opérationnelles de notre DSI avec la partie produit, la partie service et la partie socle technique. Toutes les briques que vous voyez ici, à mon sens, alors si vous devez créer demain un modèle opérationnel, gardez en tête que l'ensemble de ces briques représente le fonctionnement de mon organisation, de ma DSI, et je dois documenter chacune de ces briques-là. Chacune de ces briques a son cycle de vie, ses classifications et ses catégories en fonction de ce qu'on gère à l'intérieur, ses rôles et responsabilités, le RACI associé. Enfin voilà, globalement, si vous êtes capable de représenter toute la structure organisationnelle, hein, et donc opérationnelle de votre DSI avec des systèmes de briques, hein, tels que je l'ai fait ici, si vous êtes capable de documenter à l'intérieur de chacun de ces éléments et d'appliquer véritablement ce que vous avez documenté, normalement, vous avez une DSI qui est entièrement documentée et qui devrait tourner. Derrière, conduite du changement associé évidemment en fonction des populations auxquelles on s'adresse. Mais voici une illustration de modèle opérationnel. Je pense que c'est important de rappeler à quoi ça peut ressembler finalement. Ouais, je rentre pas dans les briques parce que on va y passer trop de temps, mais globalement, vous retrouvez absolument tout ici. Vous avez Product Management à gauche, vous avez au niveau des opérations, l'assistance et maîtrise d'ouvrage et la MOE qui sont également support de niveau 3 au besoin. Votre support qui est décliné sur le bas, support N1, N2. Vous avez voilà, système de sauvegarde, supervision, ordonnancement, hébergement. Vous avez en termes de relations clients, la gestion des engagements, la qualité, catalogue de services. Évidemment, on y inclut toute la partie gestion des incidents, gestion des demandes de services. On parle de Customer Centricity, vous voyez là entre produits et services, c'est tout le sujet de comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis de nos clients internes, organisationnels. Et ensuite, on passe sur la brique technique, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Donc le consultant IT stratégie. On en vient à notre grand sujet maintenant que j'ai posé un peu les bases. Donc son rôle, c'est d'agir sur la gouvernance de la DSI. On va avoir 5 grands piliers. Le premier, c'est l'alignement stratégique. J'en parle depuis tout à l'heure. L'alignement stratégique, c'est l'analyse des besoins de l'organisation, le schéma directeur et la déclinaison stratégique. La création de valeur, ça va être la planification organisationnelle. Je parle de modèle opérationnel depuis tout à l'heure. On est dedans. Planification opérationnelle, la conception, le développement, la production et le support. La gestion des ressources, comment est-ce que je gère aujourd'hui mes budgets, comment je gère mes achats, la gestion des compétences. Côté RH, on aime bien faire des GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On est en plein dedans. Aujourd'hui, il y a une grosse pénurie en termes de talent dans l'IT. Donc, comment est-ce que je gère mes compétences, hein, comment est-ce que je peux me rendre sexy. Tout à l'heure, je parlais de comment est-ce qu'on peut se rendre sexy pour attirer les talents. La gestion de mes contrats, donc c'est la gestion fournisseur ici. On va avoir toute la partie de gestion des risques, la sécurité, les assurances, le plan de continuation d'activité, le plan de continuité d'activité et le PRA, le plan de reprise d'activité. Alors moi, j'avais une question. Ouais. Le consultant en IT stratégie, c'est qui son client? Est-ce que c'est forcément le DSI en personne ou C'est ma slide juste après, Omar. Je te voilà. la pas de souci, pas de souci, pas de souci. Et donc je finis donc mesure des performances, donc le bilan, le contrôle de gestion, l'analyse des impacts et je passe à la slide suivante justement, donc les interlocuteurs, du consultant IT Strat. Alors, vous avez donc vous voyez une petite flèche là qui part du bas vers le haut en termes de seniorité. Pour moi, le consultant IT Strat, hein, quand il démarre en tout cas sa fonction, il vient travailler avec les managers et le PMO de la DSI. Donc, études des projets, infrastructure, archi, le support, les développements et le PMO. Quand il passe un certain niveau, on va dire, de maturité, il va être capable de parler d'égal à égal directement avec le DSI et les directions métiers. Là, il passe un step, il est capable de se positionner sur des sujets de gouvernance et de management assez forts, et donc il a globalement une big picture qui lui permet de travailler à ces niveaux-là. Et un niveau encore plus élevé, il va parler directement avec la DG. Vous voyez, moi aujourd'hui, je vais être complètement transparent avec vous et globalement, aujourd'hui, je sais parler d'égal à égal avec les DSI et les directions métiers. Je ne suis pas capable de parler avec la DG. J'ai
8 ans d'expertise, je dirige un cabinet de conseil, on est 15 à l'intérieur et pourtant je suis incapable de parler avec la DG. Parce que j'ai malgré le fait que je gère une structure et que je sais à peu près comment, on structure une stratégie de boîte, j'ai pas encore les épaules pour parler directement à la DG. Globalement, je me fais découper, quand j'ouvre la bouche. Donc, j'ai démarré en tant que PMO. En tant que PMO, j'arrivais à parler donc avec toute la première brique, qui est en dessous, donc, les différents, chefs de service, le PMO. Quand je parle de PMO, c'est vraiment le PMO, adossé à la DSI, hein, quelqu'un qui a déjà un peu de bouteille. Aujourd'hui, j'arrive à parler aux directions métiers et aux DSI. La DG, ça fonctionne pas. Pas encore. Bientôt. Mais voilà. Donc c'est quand même un travail, enfin, comment dire? En termes de posture et de positionnement, il faut savoir que le consultant, il est, bon, globalement, il est malmené. Tout le monde a une très mauvaise, image du consultant. Ce qui s'est passé avec McKinsey, ça a énormément joué en notre défaveur, hein. Ça a complètement, pulvérisé, les positionnements dans le public, hein, mais ça a également, touché le privé. On ne va pas se mentir, hein, donc l'affaire McKinsey a été un véritable sujet, en tout cas en France. Il y a une très mauvaise vision du consultant. Donc globalement, le consultant, c'est celui à qui on peut se permettre de distribuer des tartes assez facilement. Donc, il faut être serein, il faut être capable de bien travailler en amont. Globalement, théoriquement, vous avez intérêt à être bien au-delà de votre interlocuteur pour pas vous faire malmener, sur les sujets, on va dire, de positionnement et de structuration, d'entreprise. C'est pas un rôle simple, on va pas se cacher. En termes de profil type, hein, du consultant IT stratégie, donc on va avoir côté soft skills, on va avoir donc quelqu'un qui est relativement facilitateur, qui est bon communicant parce qu'il parle avec une pluralité d'acteurs. Il a un esprit de synthèse et d'analyse qui est très important. Il est altruiste, hein. Il faut évidemment, quand on fait de l'organisation, on fait de l'humain, donc l'altruisme, hein, est extrêmement important. Il est méthodique et il a une posture d'accompagnement et de coach. Ça va avec l'altruisme. Il faut qu'il y ait ce côté, formateur, accompagnateur, coach, hein, mentor, hein, qui se détecte. Tout à l'heure, je parlais un petit peu donc de ITIL, Fondation, ITIL Direct Planning Improve qui sont pour moi des très bons référentiels. Je me suis fait moi personnellement, former sur, le coaching agile. Le coaching agile, franchement, c'est top. Je vous conseille vraiment d'y passer. Si aujourd'hui vous avez, de l'argent à dépenser dans la formation, faites-vous coacher, enfin faites-vous former sur le coaching agile. Ça ouvre vraiment beaucoup de portes en termes de soft skills et de posture, hein, auprès des consultants. Enfin, en tant que consultant auprès de ses clients. Moi globalement, les choses qui m'ont le plus apporté de valeur, c'est ITIL et c'est le coaching agile en termes de posture et de mindset. Et donc côté hard skills, là on rentre dans le dur, hein. Gouvernance, management des systèmes d'information, on va avoir donc COBIT, ITIL, on peut aller chercher du SAFe, hein, SAFe est assez intéressant mine de rien. En termes de, globalement personne aujourd'hui, ne fait du SAFe. Même les très grosses entreprises, qui sont allées chercher, SAFe et qui mettent, énormément sur la table, je pense à du Allianz, à du Orange, hein, qui ont mis énormément d'efforts pour aller chercher le SAFe. Ils n'ont pas encore atteint, ce niveau-là. Mais en termes de compréhension de l'écosystème et d'ouverture d'esprit, c'est très puissant. Donc, SAFe, je conseille, pas mal en termes de posture et de compréhension, on va dire, de l'écosystème IT. Sur la partie gestion de projet, on va évidemment avoir Scrum, le Prince2 et PMBOK. On va aller chercher des compétences de performance opérationnelle avec du lean management. La conduite du changement, je suis un grand fan de ProSci. En ce moment, des consultants chez nous qui sont formés sur APMG, qui est chouette, hein, globalement. J'ai vu passer des slides qui sont de très bonne qualité. On va avoir de l'architecture d'entreprise. L'architecture d'entreprise, alors TOGAF, vous n'êtes pas obligé, de passer la certif TOGAF. L'important, c'est de comprendre comment se structure une archi d'entreprise. Tout à l'heure, je vous ai montré les différentes couches. Globalement, si vous comprenez les différentes couches, comment elles s'entremêlent, si vous comprenez qu'une organisation, elle se gère avec des, attention, capabilités, terme, qui est pas toujours simple, mais les capacités, c'est ce dont est capable l'entreprise, hein, donc c'est finalement comment elle se structure. Ça va être ses vertical business, hein. Et donc cette capacité, comment est-ce que tu y réponds en termes, architectural avec les différentes couches qu'on a pu voir et donc en termes de capacité. Si vous comprenez capability, capacity et que vous comprenez comment, les différentes couches se répondent, vous n'êtes pas obligé d'aller vous faire former TOGAF.
Ensuite, on va aller chercher des sujets de marketing de la DSI. Là, on va dire, c'est des sujets de bon sens, hein. Le marketing, c'est souvent du bon sens, mais c'est important d'aller chercher des informations là-dessus. Si je dois vous conseiller sur le marketing de la DSI, allez siphonner le blog de Talisker, qui est un cabinet de conseil, confrère à nous. Ce sont des, Parisiens et Lyonnais et ils font beaucoup de choses sur le marketing de la DSI. Allez, siphonner le blog, c'est vraiment de la très bonne qualité. Et enfin, on va avoir des sujets de business intelligence parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de data, de métriques et d'indicateurs et donc il faut être capable de maîtriser la donnée. Le poste idéal pour démarrer. Alors là, je vous parle vraiment de mon vécu. Donc moi, j'ai commencé à travailler il y a 8 ans sur des postes de PMO. J'ai commencé en tant que PMO d'un projet. J'ai eu une opportunité pour passer très rapidement, sur de la PMO portefeuille, hein, donc portefeuille de projet et ensuite je suis monté PMO de direction. Ensuite j'ai fait du programme et cetera. Mais l'idée, en tout cas, ce que je veux vous dire ici, c'est que le rôle de PMO est très transversal, hein, et il y a cette vue finalement, transversale de l'activité et big picture qui est assez forte, hein, dans la mesure où on vient travailler directement avec tous les managers de la DSI. Donc on est obligé de maîtriser un peu d'infra, un peu de support, un peu de dev, un peu de projet et ainsi de suite. Et globalement ce positionnement très transversal et très, high level, entre guillemets, hein, high level, permet vraiment de monter en compétences assez rapidement. Donc on retrouve différents types de PMO. Là, je vous présente ça, c'est du Gartner, hein. Donc Gartner a défini les rôles des PMO de la sorte, hein. Donc je trouve que c'est la meilleure représentation aujourd'hui du PMO. Globalement, Gartner dit qu'on démarre avec le PMO bibliothèque, hein. Donc on démarre sur de l'adaptation de processus, consolidation de communication, développement de formation. Ensuite, on passe sur du PMO projet et programme, portefeuille. Donc là, on définit des plans d'action. On est vraiment sur du support projet, support programme, du reporting assez haut niveau et de la surveillance. Et ensuite, on peut passer à un niveau, PMO entreprise où là, on est vraiment assez high level. PMO de direction, là, c'est du PMO d'entreprise et on est sur de la gestion très haut niveau du portefeuille de projet pour voir s'il répond bien aux engagements, de stratégie et revue et approbation des projets. Là, on est vraiment sur des niveaux très élevés. Donc le PMO, top pour démarrer. Moi, j'ai commencé par ça. Ça m'a permis de bien comprendre, l'ensemble des enjeux de mes clients et derrière, j'ai pu créer finalement avec, toute l'acculturation que m'a permis ce rôle-là, j'ai vraiment pu créer, les offres de services et c'est vraiment ce rôle-là qui m'a permis de créer, Keops, telle qu'elle existe aujourd'hui. Les outils référentiels, alors là, je vous ai mis un Rubik's cube, pour vous parler, très rapidement des différents référentiels qui existent. Stratégie d'entreprise tout en haut, stratégie IT, tactique, opérationnelle. Il y a pluralité, de référentiels qui existent. J'ai déjà cité mes préférés. Globalement, c'est, ITIL, COBIT, TOGAF, et ça permet avec ça finalement de toucher à des sujets assez stratégiques, hein, et très organisationnels qui sont, à mon sens, très sexy. Donc voilà, donc petit rappel ici des référentiels tels qu'ils peuvent exister. Je vous conseille véritablement, là si alors c'est plutôt le tips pour après, mais globalement, si demain vous voulez vous positionner sur des sujets IT strat, hein, regardez le replay, vous prenez toutes les thématiques que j'ai adressées. J'ai parlé de pas mal de sujets, de pas mal comment dire, de systèmes et de fonctionnement, de processus qui peuvent exister dans la DSI. Vous documentez sur tous et normalement, vous avez un niveau de maturité qui est bien plus élevé que la plupart en France. Donc voilà, si vraiment c'est votre souhait d'aller vers ces sujets-là, renseignez-vous sur les référentiels, renseignez-vous sur ce qui existe, faites-vous former, pour aller chercher les badges, que vous confèrent les formations et globalement, vous pouvez aller, très très rapidement vous positionner sur des sujets, IT strat. Et ensuite, je voulais vous parler de mes inspirations. Alors cet avis, il engage que moi. Je vais puiser énormément de mes inspirations, de la startup. Globalement, je trouve que les startups qui font, du SaaS, donc du produit SaaS, c'est l'évolution ultime de la DSI.
Parce qu'aujourd'hui, on est sur des DSI donc qui travaillent en mode pompier. Vous savez, je pense que vous travaillez, aujourd'hui, vous savez pour des DSI, vous savez très bien comment ça fonctionne, c'est du best effort, c'est toujours compliqué de travailler. On utilise souvent des solutions du marché, alors là, ça va dépendre de la taille, de la DSI, mais il y en a beaucoup qui aujourd'hui ne font pas du dev, hein, qui font surtout de la voilà, ils font de l'intégration entre solutions soit, mais ils vont surtout chercher des solutions du marché et ils font ce que j'appelle du support de maîtrise, hein. Le support de maîtrise, c'est gestion des incidents, gestion des demandes de services. Il y a un catalogue de services qui est affilié à ça. Il y a un peu d'alerte et de supervision. Je dis un peu d'alerte et supervision parce qu'ils ont juste un écran qui leur permet de remonter des trucs. Des fois, il y a des choses qui sont tout rouges, mais personne ne va checker. Et il y a un peu de gestion de la documentation. Derrière, on va passer à un niveau supérieur, ce que j'appelle la DSI améliorée. Donc là, à mon sens, elle est gouvernée et managée. Elle est vraiment structurée en termes d'IT stratégie. Elle fait du développement V et du développement agile qui fonctionne. Et elle a un support que j'appelle ingénieur. Support ingénieur, c'est qu'on a poussé l'ITSM au maximum. On fait donc ce que je citais tout à l'heure, incident, demande de service, gestion de la connaissance, gestion des actifs. Je vais pas parler de gestion des actifs, mais c'est important. Ça, c'est le premier palier, on va dire, de l'ITSM. Derrière, elle va chercher la gestion des alertes et supervision, la gestion des problèmes. Les problèmes, c'est les incidents récurrents. Elle fait de la gestion, des configurations. Gestion des configurations, donc CMDB. Et enfin, le dernier palier, c'est tout ce qui est gestion applicative. La gestion applicative, ça va être donc comment est-ce que je gère mes licences, hein, et comment est-ce que je gère mes changements applicatifs, hein, lors de mes mises en prod pour sécuriser et rester résilient au quotidien. Et enfin, le Graal, à mon sens, encore une fois, ça engage que moi, mais c'est le Lean Startup, hein. Le Lean Startup apporte énormément, énormément d'informations pour les boîtes. Côté build, on va aller chercher un mindset qui est produit. Le mindset produit est extrêmement puissant dans la mesure où on est confronté à la dure loi du marché quand on est une startup SaaS. Donc mon produit, il n'est pas de qualité. Comment dire, j'attire pas les clients à moi. Et ensuite, mon Customer Success Management n'est pas au rendez-vous, je ne fais pas de rétention. Donc globalement, la startup SaaS, hein, elle a une organisation efficiente parce qu'elle est confrontée au marché, donc elle a une notion du produit qui est très forte. Et enfin, elle met le paquet sur le Customer Success Management parce que c'est beaucoup plus simple de faire de la rétention client que d'aller en chercher un nouveau. Donc, la startup SaaS, je vous conseille globalement de bouffer le contenu sur le sujet parce que ça apporte énormément, énormément d'inspiration sur comment est-ce qu'on doit fonctionner au sein d'une DSI. Il est 19, hein, j'ai encore quelques minutes pour vous passer mes 2 dernières slides. Je voulais vous revenir rapidement sur les sujets de structure et de transversalité de la DSI. J'ai essayé de rentrer dans différents sujets, voilà, de vous donner un maximum d'informations sur comment est-ce qu'on structure, comment est-ce qu'on opère au sein d'une DSI. Je voulais vous parler du besoin de transversalité. Je vous ai mis, 2 schémas. Un premier schéma, c'est comment est-ce qu'on agit sur la gouvernance projet. Au début, je vous parlais pas mal de motivation. On a vu la motivation sous les couches architecturales. La motivation, c'est la raison d'être de l'entreprise, ses valeurs, ses comportements et ses standards. Derrière, on décline l'aspect stratégique, donc les objectifs et la stratégie métier. On a donc le schéma directeur des systèmes d'information qui se construit. Donc, schéma directeur des systèmes d'information, c'est à la fois le portefeuille projet et le modèle opérationnel de la direction. Le portefeuille projet, il est décliné en programme, en projet. Derrière, on a des outils de gestion. Donc, les outils de gestion, c'est vraiment des outils projets, hein. Je parlais tout à l'heure de Portfolio Project Management. On est dedans, donc les outils PPM. Les outils de gouvernance, qui va être RACI, maîtrise des risques, matrice des risques, pardon. Les procédures, les outils de reporting, les templates divers et variés qu'on peut avoir dans le cadre d'un projet et les plans de communication. Et donc, vous voyez, vous avez toujours cette continuité entre mission de l'entreprise, le niveau stratégique, le niveau tactique et le niveau opérationnel, avec différents apports de valeur. Donc, c'est toujours bien, à mon sens, hein, de reprendre de la hauteur et de se dire: «Voici comment se structure mon organisation et voici comment je fais pour répondre aux engagements stratégiques, hein, de mon organisation avec les projets que je mène au quotidien». Un autre élément, sur, la structure de la DSI, donc là, on est encore sur le cycle de vie, finalement des actifs, hein. Quand je parle d'actifs, hein, je parle encore une fois d'actifs à la fois matériels
et immatériel, hein. Matériel, c'est, mon ordinateur, mon téléphone, ma borne Wi-Fi, mes serveurs, et j'en passe, les imprimantes par exemple, et les actifs logiciels derrière, l'applicatif, les licences qui, elles, sont donc immatérielles, et donc on globalement, on a cette chaîne de valeur qui se crée, ce cycle de vie qui se crée aujourd'hui, de sur les phases de build et de run, et qu'on a donc la phase qu'on appelle de staging gate. Le staging gate, c'est finalement, toutes les phases d'un projet et les portes, hein, qu'on adresse. Donc on va avoir par exemple l'intention de projet, donc on a, les directions partenaires, les directions métiers qui nous font une intention de projet. On a donc un document qui leur permet de formaliser l'intention de projet. Est-ce que ça vaut le coup de l'engager ou non? On passe une première porte, donc il y a un premier organe de gouvernance qui va valider si le projet, oui ou non, on l'envoie en cadrage. On a en gros l'intention de projet, on va dire c'est le pré-cadrage. On l'envoie en cadrage, on passe le cadrage, on passe en exécution, on passe en test, on passe en production et on clôture le projet. On a la mise en là, on a la mise en production, qui n'est pas une fin de projet. Évidemment, on va chercher la clôture de projet pour finaliser proprement un projet, c'est-à-dire finaliser les documentations. On a également donc, là, on parle de build pur avec du produit un peu solide. Derrière, on a toute la partie gestion des changements qui se fait et on rentre dans le run. Incident, demande de service, les actifs et les configurations, donc la CMDB, la documentation, les alertes supervision, la gestion des licences. On a les problèmes donc qui vivent aussi, hein, qui reviennent côté build régulièrement. On a donc de la valeur, qui est transmise à nos clients, les systèmes de co-construction qui sont là, et pour régir le tout, on a évidemment l'architecture et l'urbanisation et l'amélioration continue au quotidien. Voilà, voilà pour l'ensemble des slides que je voulais vous parcourir. Je ne sais pas s'il y a des questions? Alors oui, on a 3 questions en attente. La première de chez Tariq qui demande combien doit consacrer un consultant à une mission de stratégie IT, pour rester à la pointe des avancées du marché? Alors combien de temps pour se former au quotidien, ou combien de temps, comment dire? De travaux directement sur les concepts que j'ai pu présenter là pour se tenir à la page? Tariq, si tu peux préciser en termes de, Combien de temps de heu, mission? combien de temps de mission? Alors, du coup, je vais tricher parce que je vais inclure la partie, formation. Pour moi, le consultant IT stratégie, il y a un gros travail en chambre en amont. Tout à l'heure, je parlais du fait que le consultant SI, s'il veut pas se faire, malmener par ses clients, il faut qu'il soit plus solide qu'eux en termes de théorie. Donc, il y a évidemment un sujet de formation et de rester au courant de ce qui se fait sur le marché. Ça, c'est une première chose, et ensuite en temps de mission, donc là, je comprends globalement que, Tariq, alors je triche parce qu'on se connaît, mais Tariq, par rapport donc, Tariq a un rôle de sourcing, PMO, PMO sur du sourcing, on va dire, hein, chez un client assurantiel. Hem, En temps de mission que tu vas accorder à ça, je pense que du coup, il faut que globalement, il faut à peu près que tu passes, hein, à 10 à 20 de ton temps à aller chiner ce qui se passe, hein, sur le marché, à aller chiner ce qui se passe en termes de bonnes pratiques pour l'apporter à ton client. Ça, ce serait un peu ce que je dirais, c'est que, fais le maximum pour gérer tes opérations quotidiennes, et derrière, va chiner ce qui se passe sur le marché pour être capable finalement d'apporter davantage de valeur à ton client et finalement faire de la rétention. C'est ça le sujet, hein. Quand on est indépendant, on se vend, on est un produit, on est un service. L'idée, c'est de faire de la rétention client, et donc surprendre le client, c'est la meilleure manière de faire de la surqualité et de rester, top of mind et ad vitam aeternam chez ses clients. Donc globalement, c'est, prends le temps, de faire de la veille, hein, de voir ce qui se passe sur le marché, va fouiller, les bonnes pratiques, forme-toi et apporte un maximum de valeur par ce biais-là. Très bien. Alors, question de Reda, qui dit que la DSI est souvent considérée comme un centre de coût et que du coup, quand il y a une petite crise, c'est forcément la DSI qui va prendre en premier. Il demande comment on fait du coup pour, convaincre que, convaincre du rôle de la DSI et quel est ton avis de là-dessus? Ouais, ouais, ouais. Alors, donc la DSI est un centre coût, un centre de coût, et donc et surtout, elle est positionnée en bout de chaîne.
C'est-à-dire que tout le monde vient, tous les trimestres avec sa banette de projet. OK, on les intègre ou non dans le portefeuille de projet, mais surtout la DSI, c'est elle qui délivre le produit final. Donc elle est en front et quand il y a un pépin, qui pète, c'est toujours elle qu'on pointe du doigt parce que, bah, c'est eux qui sont pas capables de délivrer et en plus ils coûtent un bras et on comprend rien quand ils nous parlent. Globalement, c'est ça les sujets qu'on entend tout le temps. Heu, pour moi, pour prévenir ces dégâts-là, alors déjà, il y a évidemment un sujet d'efficience opérationnelle, hein. Faites un maximum d'efforts au sein de la DSI pour être capable de montrer que vous allez vers de l'efficience, faites de l'amélioration continue. La DSI qui est en mode pompier toute la journée, c'est juste plus possible, c'est devenu intolérable avec aujourd'hui tout ce qui existe sur le marché en termes d'outils, de procédures, de fonctionnement et d'offres, de services qui peuvent exister. Et derrière, ça va être de la com. Montrer qu'on fait un maximum d'efforts pour répondre au mieux à nos clients internes de l'organisation. Proposer, je prends un exemple, mais aujourd'hui le support informatique, c'est 80 des interactions d'une entreprise avec sa DSI. Bah, mettez le paquet sur le support informatique. Je parle d'ITSM depuis le début, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à mon sens, c'est un des plus gros leviers, qu'on peut actionner assez rapidement. Mettez le paquet sur le système, sur le support informatique pour être capable d'être bien vu par les clients. Si déjà alors c'est les incidents en prod, on ne pourra jamais y échapper, il y en aura toujours. Là-dessus, on fait le maximum pour répondre et cetera et on fait de l'amélioration continue pour qu'il y en ait le moins possible. Mais mettez le paquet sur votre support informatique, déjà ça va largement, on va dire, aplanir les tensions qu'il peuvent y avoir avec les directions. Et ensuite, c'est tout ce que j'ai pu présenter en termes de fonctionnement, de structure et de procédure. Allez les chercher, mettez-les en place, faites en sorte que les populations que vous accompagnez, donc les collaborateurs et agents de la DSI, vous les formiez pour qu'ils puissent comprendre les tenants et aboutissants de ce que vous proposez. Faites de la conduite du changement, ayez une posture altruiste, etc. Tout ce que j'ai pu citer précédemment. Très bien. On prend une dernière question de Tariq avant de libérer tout le monde, qui demande: «Que penses-tu de l'outsourcing, que font les DSI ces dernières années et quelle est la place du consultant IT dans les prochaines années?» Alors ce que je pense de l'outsourcing. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même donc, j'ai parlé de plusieurs fois de guerre des talents. Je pense qu'aujourd'hui, on est en plein dedans, on va pas se mentir, hein. Je crois qu'il manque 100 000 ingénieurs informatiques en France. Donc aller chercher, combler par de la prestation externe, ça me semble, obligatoire. Il y a des organisations, tout à l'heure je parlais de Shine, mais il y en a d'autres, hein, toutes les startups un peu sexy en ce moment, tout le monde a envie de bosser dedans. Eux, ils ont moins de problèmes à aller sourcer des talents, mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas accompagnés en termes de sourcing. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des cabinets de conseil qui font un énorme effort de capitalisation, un énorme effort de structuration de leur activité et qui font levier finalement sur les différents, contextes, et clients qu'ils peuvent avoir. Il faut aller chercher, comment dire? Cette valeur intellectuelle qui est faite ailleurs. On vend de la prestation intellectuelle, il ne faut pas l'oublier et donc dans intellectuel, il y a jus de cerveau globalement. Donc, aller chercher du jus de cerveau de quelqu'un qui potasse, depuis des années un sujet et qui l'a masterisé, il faut y aller. Ce serait complètement stupide de s'en passer. Donc l'outsourcing, je pense qu'il va continuer à vivre, hem et son futur, en termes comment dire? C'est ça, c'était le futur, du sourcing, globalement, Omar, la question? Non, le futur du consultant IT, de manière Ah, générale, je suppose. ouais. Le futur du consultant IT, c'est une très bonne question. Je pense qu'on va continuer à survivre de la même manière, qu'on l'est aujourd'hui. Je suis pas sûr en ce moment, il y a un essor du freelancing, aujourd'hui là, on est en plein dedans avec vous, 6e homme. Hem, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent freelance, certes, mais je pense qu'il y aura pas plus d'offres, d'outsourcing que ça. Je pense qu'on va toujours rester sur un palier d'internes, externes. On va pas se mentir, un externe, ça coûte quand même
une blinde, hein. Certes, on met à côté les problématiques qu'on peut avoir avec un CDI, mais peu importe, ça coûte franchement, on va pas se mentir, ça coûte cher, hein. Je le vois moi en interne, dans les effectifs. Aujourd'hui, on est 15, hein, chez Keops. On est, un petit peu plus d'internes qu'il n'y a d'externes. Si je pouvais avoir que des internes, je le ferais, mais je vais chercher de la prestation externe parce que c'est eux qui m'apportent de la valeur et j'arrive à capitaliser à fond sur eux et j'ai des personnes en qui j'ai confiance. Mais voilà, ouf, j'arrive pas vraiment à répondre à la question, c'est trop gris, il y a pas de blanc ou noir. Mais voilà, j'essaye de je pense que globalement, il y aura toujours des internes, on va pas se mentir, il faut des internes pour faire tourner les boîtes. Donc ça va continuer et la prestation externe, je pense pas qu'elle explosera. Mais par contre, les cabinets de conseil vont tout doucement mourir. Voilà, ça c'est la petite bombe de fin. C'est une très belle conclusion. Tu as donné de l'espoir à tout le monde avec cette conclusion. Bah, écoute, merci beaucoup Quentin, la présentation était super, le sujet était très clair et très bien détaillé et merci à tous, qui étaient présents. Donc si vous avez, des besoins de conseils en IT Strat, vous pouvez contacter Quentin, et si vous voulez, passer freelance, ce que vous l'êtes déjà, inscrivez-vous sur sixièmehomme.io. Vous pouvez, ben, rejoindre, beaucoup d'autres freelances, et échanger avec eux et pourquoi pas, faire votre première mission en freelance avec nous. En tout cas, merci à tous, vous retrouverez le replay sur YouTube et on vous fera un petit mail récap avec, les contacts, de Quentin, de Sixième Homme et le lien du replay. Voilà, merci à tous, bonne journée. Merci.